Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes, place à votre grand angle. Comprendre le monde, son fonctionnement, s'interroger sur la place de l'être humain, cette volonté de savoir, de découvrir, elle est au cœur de votre livre, Catherine Bréchignac, L'irrésistible envie de savoir, publié aux éditions du Cherche Midi. Merci à vous d'être avec nous. Merci. Vous êtes physicienne, vous avez été directrice générale puis présidente du CNRS et vous êtes aujourd'hui membre perpétuel de l'Académie des sciences. D'abord, Catherine Bréchignac, pourquoi ce livre aujourd'hui? Est-ce que vous aviez la volonté de rendre hommage à ces scientifiques? Alors j'avais bien sûr la volonté de rendre hommage aux scientifiques, mais surtout j'avais envie de faire passer aux non-scientifiques la manière dont les scientifiques réfléchissent, pensent et construisent le savoir. Parce que c'est une manière collective. Le savoir se construit de manière collective, petit à petit, les uns après les autres. Contrairement aux artistes qui font des œuvres personnelles, les scientifiques font des œuvres collectives. Si l'un d'entre les grands scientifiques dont je parle n'avait pas existé, un autre aurait été à sa place et on aurait trouvé quand même la même chose. Et on voit bien le fil, justement, voilà, de cette pensée donc j'ai voulu monter cette pensée ouais. scientifique. Comment se construit-elle, surtout à notre époque, dans un monde où, justement, on est en pleine rupture avec les nouvelles technologies, et surtout avec le numérique. Donc, voilà, c'était une envie de... l'image d'Épinal de ces scientifiques. Vous parlez, justement, de ces images un peu stéréotypées, oui. de scientifiques un peu perdus dans ses pensées, dans son monde, à la manière du professeur Tournesol. Voilà, on s'imagine que le scientifique est tout seul, qui réfléchit tout seul et que tout d'un coup une idée jaillit de sa tête avec un point d'interrogation sur le crâne, ce qui est complètement ridicule. Et en fait, les scientifiques sont vraiment travaillent en équipe, font avancer le monde, et c'est ça qui est important, parce que la science c'était quelque chose de cumulatif, et si vous ne l'apprenez pas par le début, vous ne la savez pas. Oui, parce que c'est ça qui est assez formidable aussi dans votre livre, c'est aussi qu'elle retrace l'histoire des sciences. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas ne pas retracer l'histoire des sciences. D'ailleurs, je pense que dans la réforme du baccalauréat, actuellement, il sera très important de mettre de l'histoire des sciences. Oui, ça donnerait sans doute plus de sens. Plus de sens, et plus aussi une envie, au fond, de mettre la culture scientifique comme une autre culture. La France est un pays de culture traditionnelle, dont on connaît très bien la richesse, mais aussi de culture scientifique, parce que la France a des grands noms scientifiques, et en fait, de mettre aussi de la culture scientifique, ce serait extrêmement bien. Donc j'ai voulu raconter cette histoire à travers des personnes et des personnages. Alors, vous écrivez que la science est un voyage qui peut nous mener aux confins de l'univers. D'où vient, selon vous, ce désir des hommes et des femmes de s'engager dans ce voyage? D'où vient cette irrésistible envie de savoir? Je pense que c'est le propre de l'homme, d'avoir envie de savoir. Alors, on ne sait pas d'où nous venons, on ne sait pas bien où nous allons, on sait un peu peut-être où nous sommes, et encore. Et donc, en fait, l'homme a envie de savoir, il a envie de comprendre. C'est pour ça que c'est irrésistible, et c'est ce qui nous différencie des animaux. C'est ce qui nous meut aussi, vous? Absolument. Vous, pourquoi vous êtes devenue physicienne? Moi, je suis devenue physicienne. J'aimais bien la littérature, j'aimais bien la philosophie aussi, un peu par paresse, je dois dire, parce qu'il y a une logique dans la science. Et je marche comme je marche avec mes deux pieds. Et bien, je marche aussi avec un cerveau avec deux parties, une plus émotionnelle et je dirais plus science humaine, et l'autre plus rationnelle et plus scientifique. Alors... Et c'est cet équilibre qui est bon. Sans doute. Stephen Hawking est mort il y a quelques semaines. Oui. Est-ce que vous avez eu l'impression de perdre un grand vulgarisateur? Oui, on a perdu un grand vulgarisateur. C'est tout à fait clair. Et en plus, la maladie qu'il avait était... Maladie de Charcot, est une maladie vraiment très lourde à porter, mais qui, curieusement, a fait faire des progrès à la science, parce que on est capable maintenant, avec des électrodes, de pouvoir converser et de savoir ce qu'ils pensent.
Alors, dans votre livre, hein, je le disais, cette histoire aussi de la science, j'ai l'impression aussi que vous avez voulu réhabiliter la place des femmes. Il y a bien sûr Marie Curie, dont vous parlez, mais aussi une autre femme, beaucoup plus méconnue, Oui. Qui est Émilie du Châtelet. Qui est-elle précisément? Émilie du Châtelet est une femme qui a vécu, qui est née en 1706 et qui et donc à une époque où effectivement les femmes n'étaient pas du tout destinées à la science, mais son père voulait l'éduquer comme ses frères. Et comme elle était très intelligente, parce que les femmes sont tout aussi intelligentes que les hommes. C'est bon de le rappeler, hein, quand même. Oui, de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Eh bien, cette femme a donc appris énormément de choses. Et donc, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Mais quand elle a connu Voltaire, curieusement, quand Voltaire ils sont devenus amants, Voltaire l'a poussée à faire des sciences. Et lui a dit, tu es bien meilleur que moi là, dans ce domaine-là. Et là, elle s'est mise à écrire un livre scientifique en physique. Et surtout, elle a traduit Newton du latin en français. Et ce livre... Elle a remis aussi un scientifique à sa place aussi. Enfin, oui, elle a remis un scientifique à sa place. Ouais. Un malheureux scientifique qui racontait, qui avait fait une théorie qui était fausse. Et elle lui a montré qu'en faisant une expérience, cette théorie était fausse. Et elle a eu raison, elle avait raison. Elle a été soutenue d'ailleurs par Maupertuis, par des académiciens de l'époque. Cet autre était aussi un académicien, c'était une vraie bagarre. Elle s'était aussi déguisée en homme une fois parce que elle voulait concourir, et pour un concours de l'Académie des sciences, on ne pouvait pas être une femme. Donc voilà, donc c'est une personne extrêmement forte et dont le livre sur la traduction de Newton a été un livre qui est resté extrêmement longtemps parce que non seulement elle avait traduit l'œuvre de Newton sur la gravitation, mais en plus elle avait rajouté des théories qu'elle avait faites elle-même. Ce qui est passionnant aussi dans votre livre, vous le disiez, hein, c'est cette aventure collective, scientifique, et qui s'étale aussi sur plusieurs siècles. Vous revenez notamment sur le débat sur la question de l'atome. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors l'atome, on a évidemment l'hypothèse des Grecs avait été la matière. Les Indiens aussi continue, avant ça. Les Indiens aussi avant. La matière est-elle continue, c'est-à-dire on peut la découper en 2, en 4, etc. jusqu'à l'infini, ou bien est-ce qu'on s'arrête à quelque chose qui s'appelait l'atome? Cette question-là est restée question pendant plusieurs millénaires. Et c'est ces 400 dernières années que l'on a commencé à comprendre et à petit à découvrir l'atome pour arriver à l'atome tel que nous le connaissons, avec un noyau et puis des électrons qui sont extrêmement loin du noyau, c'est-à-dire qu'en fond, la matière qu'on croyait être le plus petit élément de matière, on pensait qu'il était compact, et bien on s'est rendu compte qu'il était plein de vide, puisque le noyau se trouve, si on regarde le diamètre du noyau, les électrons vont se trouver à 10 000 fois le rayon du noyau, ce qui est vraiment très loin, si on compare à ce qu'on pourrait, à 10 000 centimètres par exemple, si vous le faisiez grossir pour arriver à la taille d'un centimètre. Voilà, donc en fait, cet atome, on l'a trouvé, mais ce qui est très curieux, c'est qu'au fond, cet atome, c'est la constitution de la matière. C'est-à-dire qu'en fait, les atomes qui ont été trouvés successivement des différents éléments constituent tout l'univers. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres, et non seulement ils constituent la matière inerte, mais ils constituent la matière vivante. Alors qu'est-ce que c'est cette différence entre l'inerte et le vivant? Et en fait, on se rend compte que petit à petit, eh bien, c'est du codage, c'est-à-dire l'agencement des atomes qui fait qu'on a une différence entre l'inerte et le vivant. Et ce qui est encore plus drôle, c'est que ces atomes sont entre guillemets éternels, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne vieillissent pas. Mais nous vieillissons. Oui, c'est aussi... Et c'est cet arrangement d'atomes qui vieillit. C'est comme quand si vous prenez des cartes, les cartes sont stables, et puis tout d'un coup vous faites un château de cartes. Le château de cartes a une vie beaucoup plus petite que la vie de la carte. Et justement, avoir compris ça aussi, ça amène d'autres questions, hein. Celle des nanotechnologies, l'homme qui pourrait se réparer lui-même. Bien sûr. L'homme augmenté, ça pose plein de questions. Bien sûr, ça pose plein de questions. L'homme peut se réparer, et on en est très content, parce que quand on est malade, on a envie de se réparer. L'homme peut essayer de s'augmenter. De toute façon, on s'augmente déjà. Rien quand on voit pas clair, on met des lunettes. Donc, on a un côté, j'essaye de m'augmenter et de me réparer, mais jusqu'où faut-il aller? Et c'est là la véritable question d'éthique. Jusqu'où faut-il aller? Maintenant, avec ce qu'on sait faire en génétique, on est capable de jouer sur les gènes. Et vous dites justement, l'homme a besoin de créer. Donc, le champ de la génétique ne va pas être épargné. Non, ne sera pas épargné. Donc là, c'est indispensable qu'il y ait de l'éthique. Et c'est pour ça que c'est indispensable
indispensable que tout le monde ait des bases scientifiques, au moins des bases. Je ne dis pas d'aller rentrer dans les choses compliquées. Non, mais c'est important ce que vous dites justement. Vous l'écrivez aujourd'hui justement pour ces gens qui ont des bases scientifiques profondes. Ensemble. Voilà. Et les autres qui se retrouvent complètement distancés et qui peuvent aussi être manipulés par des charlatans. Vous l'écrivez comme ça. Voilà, exactement. Moi, ce qui me fait peur, c'est cette connaissance qui ne fait que croître et un petit nombre de personnes la comprennent. Alors moi, si je l'ai compris, je pense que d'autres peuvent la comprendre. Donc un petit nombre de personnes comprennent et le reste est très distancié. Et du coup, au fond, avec cette distance entre ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, un certain nombre peuvent utiliser ce qu'ils savent pour jouer avec ceux qui ne savent pas et jouer dans le mauvais sens. Pour vous, le grand défi de la science, ces prochaines années, ces prochaines décennies, quel est-il ? D'abord, il faut en parler. Il faut en parler, il faut expliquer, il faut que les scientifiques sortent des laboratoires pour discuter, pour expliquer ce que c'est que la science, ça c'est indispensable. Le grand défi qui nous arrive, puisqu'on vient d'avoir quand même 2 ruptures, on avait une rupture au début du XXe siècle sur l'atome et sur la relativité, là on en a une autre sur la génétique et sur le numérique. Je pense qu'il va falloir quand même qu'on absorbe ces ruptures, qu'on comprenne ce qu'on peut en faire, qu'on réfléchisse à ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que je termine en disant, prenons le temps de penser. Merci pour cette conclusion, Catherine Bréchignac. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que votre livre, L'irrésistible envie de savoir, est publié aux éditions du Cherche Midi. Merci d'avoir été avec nous. Merci.